Bonsoir, vous êtes sur la télévision nationale. Nos titres, pour la première fois depuis sa réélection, le président Alpha Condé va recevoir ce jeudi Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national. Comment cela est perçu à Conakry, nous ferons le point dans ce journal. Ebola s'en va, même si la maladie reste dans le souvenir des Guinéens. Plus de suspects ni de malades dans le pays. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement. Rose Pocho nous en dira plus. Et puis, le mouvement pour la libération de l'Angola célèbre son 7e congrès ici même à Conakry. Parmi les invités, une délégation du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Soride Kera aussi, il a suivi pour nous la cérémonie. Bonsoir, merci de choisir la télévision nationale, ce qui concentre l'actualité ce soir. Je vous amène au palais Sékou Touré. Le président Alpha Condé a reçu en audience la nouvelle équipe des volontaires du corps de la paix. Ils sont accompagnés par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Dans les prochains jours, ces volontaires seront déployés dans certaines régions du pays. Ibrahima Keïta. Ils sont 72 volontaires du corps de la paix des États-Unis d'Amérique à être reçus ce mardi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Dans le cadre de leur intervention en Guinée, ces Américains du corps de la paix suivent présentement des apprentissages des langues nationales dans la préfecture de Dubreka. La santé, l'éducation et l'agroforesterie sont des domaines dans lesquels ces 72 volontaires du corps de la paix vont intervenir en Haute-Guinée, Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Si par le passé, les volontaires du corps de la paix venaient à la demande de l'ambassadeur des États-Unis, ces volontaires sont en Guinée à la demande du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons 62 volontaires du corps de la paix. La plupart, ils sont à Dubreka dans la formation des langues. La semaine dernière, ils ont visité leur site. Ils doivent rester pour 2 ans dans votre pays. Alors, dans quelques mois, ils seront là en place avec les citoyens guinéens. Et je dois noter aussi la présence du directeur, de directrice, mais aussi le staff. Parce que pendant la crise d'Ebola, tous les volontaires étaient absents, mais c'était le staff de corps de la paix qui ont joué un rôle très important. Les volontaires, ils sont partagés entre eux qui doivent être dans le secteur d'éducation, de santé et agroforestier. Alors, ils sont dans tous les secteurs de région du pays, sauf pour le moment le forestier. Mais dans l'année prochaine, il y aura aussi les volontaires dans tous les coins du pays. Alors, vous avez demandé, Monsieur le Président, j'ai les volontaires et nous sommes à votre disposition. Un autre axe de coopération que les autorités américaines et guinéennes entendent entretenir. Déjà, après une visite de terrain, ces volontaires du corps de la paix américain semblent bien partis pour leur séjour en Guinée. Tole Emily Morgan, Ameriki Kalende, Lekoli Karamu Lende, Nwato Dingaraile. Minko Katia Ga en Guinée, ko Kajatu Jallo, Minete, mais aux États-Unis, ko Amérique, ko Kelly, ko Labe Miiwi, et ko Volontaire Joe. Anjara Mabui. Nhili États-Unis Gabriel, Nhili Be Abulai Sisi, Na Kindia. Frigiabe, Nmama Tinkamfe, Susiwi, Donderoti. Satisfait de l'arrivée de cette nouvelle équipe des volontaires du corps de la paix américain depuis la fin de la crise Ebola, le président de la République, professeur Alpha Condé, mesurant le rôle pertinent que ces volontaires jouent dans la formation des communautés, a demandé leur présence dans tout le pays. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, c'est à cette époque-là que le président Kennedy a lancé les Peace Corps. À l'époque, c'était Atwood qui était ambassadeur des États-Unis ici et qui a lancé un grand programme. Moi-même, j'ai été aux États-Unis dans le Student Leader Grant et ça m'a permis de faire le tour de presque au moins une quinzaine d'États des États-Unis où j'ai rencontré les Peace Corps, j'ai rencontré pasteur Martin Luther King à Atlanta, j'ai rencontré Elijah Mohammed à Chicago et puis Malcolm X à New York. J'ai eu donc une longue discussion avec Bob Kennedy, qui était à l'époque ministre de la Justice. Donc l'expérience des Peace Corps pour nous est une expérience très intéressante. Et c'est pourquoi je vous ai demandé si les Peace Corps pouvaient revenir de nouveau. Mais vous êtes très loin, parce que vous dites qu'on avait 1400
Donc, comme cette fois, c'est nous qui demandons, j'espère qu'on aura plus de 1400, on aura au moins 1500 d'ici 2 ans. Parce qu'effectivement, l'avantage des Peace Corps, c'est que d'abord, ils apprennent les langues. Ensuite, ils sont au contact des populations, ce qui permet de mieux connaître le pays, mais aussi de faire mieux connaître les États-Unis. Et à leur retour aussi, ils peuvent être des ambassadeurs pour faire mieux connaître la situation du pays. Surtout que nous, les pays francophones, on est défavorisés, parce que les États-Unis, c'est surtout les pays anglophones. Et très souvent, ils n'ont pas une très grande connaissance des pays francophones. Et très souvent, ils pensent, non, les pays francophones, c'est l'affaire de la France. Nous, on n'est ni l'affaire de la France, ni des États-Unis, ni de Londres. Nous sommes l'affaire de Guinée. Et nous souhaitons donc coopérer avec tous les pays. Surtout, ils sont très jeunes, je vois là, ils sont très très jeunes. Et je pense que notre grand problème aujourd'hui en Afrique, c'est la jeunesse. Vous savez que près de 70% de la population a moins de 30 ans. Et nous avons un grand problème parce que beaucoup de ces jeunes maintenant ont été à l'école, à l'université, et souvent ils n'ont pas de travail. Donc aujourd'hui le grand problème de l'Afrique, de la Guinée américaine, tous les pays africains, c'est le chômage de la jeunesse. Et cela couplé aussi chez nous à le désavantage que beaucoup ne parlent pas anglais. Or dans le monde d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, si vous ne parlez pas anglais, c'est un très grand handicap. Même les bourses, quand le Japon nous donne des bourses, ils disent les gens qui parlent anglais. Donc j'ai dit au premier ministre japonais à Nairobi que la langue du Japon, ce n'est pas l'anglais, c'est le japonais. Donc on ne nous impose pas l'anglais. Au moins on peut demander que les francophones aient une année pour l'apprentissage de la langue, parce que si on nous dit des gens qui parlent anglais, ça limite les possibilités des pays francophones. Donc nous avons eu l'occasion de dire ça avec le premier ministre Abe pour que nous ne soyons pas défavorisés. Donc la présence, non seulement ils apprennent la langue, mais aussi ils peuvent apprendre à nos jeunes à parler anglais. Donc c'est ce double avantage-là. C'est pourquoi dès que vous êtes venus, j'ai dit que je souhaiterais avoir beaucoup de Peace Corps dans le pays. Et moi je les ai reçus pour les encourager. Et si eux, ça se passe bien, ils encourageront d'autres jeunes Guinéens, d'autres jeunes Africains, d'autres jeunes Américains à venir. Ils sont les premiers ambassadeurs. Donc c'est l'accueil qu'ils vont recevoir des populations et surtout des jeunes qui vont encourager d'autres à pouvoir venir. Donc moi-même, je vais suivre de très près pour que je sois sûr que leur séjour va bien se passer et qu'ils auront à encourager d'autres de venir. C'est pourquoi donc je demande à les rencontrer ce matin pour leur souhaiter bienvenue en Guinée et qu'ils se considèrent comme chez eux. La population guinéenne est une population très accueillante. Les jeunes sont majoritaires et les femmes aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dedans. Et vous savez que nous aussi, on privilégie la promotion des femmes actuellement. Nous avons mis au gouvernement, le ministre des Finances est une femme, le ministre du Plan et Coopération est une femme, le ministre des Affaires étrangères est une femme, le ministre de l'Agriculture est une femme, même les travaux publics, c'est une femme. Et en plus, le port qui a été tout dirigé par des hommes, cette fois, c'est 2 femmes qui dirigent le port. Donc vous voyez, c'est un grand challenge pour nous, l'émancipation des femmes et l'autonomisation des femmes, et aussi l'intégration des jeunes, puisque nous devons maîtriser les nouvelles technologies. Nous avons fait venir le gouvernement beaucoup de jeunes qui ont été formés aux États-Unis et à Londres parce qu'ils maîtrisent mieux les nouvelles technologies. Bien sûr, ça pose des problèmes politiques, mais c'est à moi de les résoudre. Donc je les souhaite bienvenue, je les encourage et j'espère que là, ils seront bien accueillis. Dinguiraye, c'est une zone mixte où on parle Peul et Malinké, et c'est une zone aussi très religieuse, puisque c'est le point de départ de El Hadj Omar. C'est la première mosquée qu'il a construite. Kindia, c'est, on peut dire, la préfecture qui produit le plus de fruits. Par exemple, vous êtes à Friguiagbé. Je ne sais pas si c'est la période des mangues, sinon vous verrez qu'il y a de très très belles mangues à Friguiagbé. L'ambassadeur me disait qu'une mangue molle coûte $1 aux États-Unis, alors que vous avez de très belles mangues. Donc vous avez l'occasion d'envoyer des mangues à vos parents et à vos amis aux États-Unis. Ceux qui vont en région forestière, la région forestière, c'est le grenier de la Guinée. C'est une zone extrêmement riche au point de vue production. Malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas assez de routes et surtout de chemins de fer pour pouvoir évacuer ces produits. Donc, la Guinée est très variée. Vous avez le bord de mer, Bofa, Bokeh, etc., où c'est des plages. Ceux qui sont là-bas pourront beaucoup se baigner. Vous avez la Haute-Guinée où c'est la savane, donc vous avez beaucoup d'animaux. Vous avez la région forestière où il y a beaucoup d'animaux aussi, les éléphants, etc. Et aussi le Fouta, qui est les hauts plateaux, avec beaucoup de
de forêts, de sapins, etc. Vous aurez l'occasion de manger beaucoup de fraises, parce qu'on fait beaucoup de fraises là-bas, etc. C'est vous qui allez permettre de faire mieux connaître la Guinée aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on ait le maximum de Peace Corps ici. J'espère que le nombre va aller en s'accroissant rapidement. C'est ce que je demande à l'ambassadeur et surtout aux responsables de Peace Corps. En tout cas, ils sont les bienvenus. Cette fois, c'est nous qui avons demandé. Avant, c'est le président qui les a envoyés, mais cette fois, nous qui avons demandé parce que moi, j'ai une bonne expérience de Peace Corps quand j'étais jeune. C'est pourquoi je tiens à ce qu'ils viennent. Considérés comme de véritables ambassadeurs américains en Guinée et guinéens aux États-Unis de leur retour, ces volontaires du corps de la paix sont de véritables liens de renforcement de la coopération entre Conakry et Washington. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre des consultations périodiques sur les questions d'intérêt national, le président de la République, professeur Alpha Condé, recevra le jeudi 1er septembre 2016 à partir de 15h l'honorable député Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Cette rencontre constitue pour le président de la République une occasion de recevoir du chef de file de l'opposition ses opinions et points de vue sur les questions de l'heure, notamment comment soutenir et amplifier les efforts en cours pour la relance du dialogue politique. Monsieur le président de la République reste convaincu que seul le dialogue et la concertation permettront de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et pérenniser la paix si chère aux Guinéens. Le bureau de presse de la présidence de la République. Je vous l'annonçais en titre, le président Alpha Condé rencontre donc ce jeudi le chef de file de l'opposition dans un contexte politique tendu, lié essentiellement à l'organisation des élections locales. L'annonce de ce tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo crée le débat à Conakry, où les citoyens espèrent la relance du dialogue entre pouvoir et opposition. Témoignage en images avec Habib Djam. Dans le cadre du dialogue, le président de la République a fait un discours le 6 mars 2013. La Convention des acteurs non étatiques de Guinée, une des composantes de la société civile guinéenne. Le tête-à-tête programmé entre le chef de file de l'opposition et le président de la République s'annonce pour ce groupe comme un signal fort dans la décrispation du climat politique. La communauté nationale, c'est-à-dire que la société civile nationale, salue la réaffirmation de la volonté de dialogue politique exprimée par le président de la République à travers la lettre qu'il a envoyée au chef de file de l'opposition, et en même temps nous saluons l'initiative, enfin la décision du collectif de l'opposition d'avoir accepté le principe de la rencontre. Interpellé par les médias sur plusieurs sujets d'intérêt national, le président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée dit manifester un grand intérêt pour la stabilité et le développement du pays, ce qui passe selon lui par un dialogue inclusif et durable en Guinée. Nous aurions souhaité que cette rencontre, que ce dialogue soit un dialogue d'étape. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de la République a affirmé la volonté de relancer le dialogue, que les pouvoirs publics, que les institutions, que la société civile, ensemble les acteurs publics nationaux, formels ou dans le secteur formel ou informel, se saisissent de cette opportunité pour encore créer une dynamique de dialogue dans le sens de l'apaisement et de la paix. Nous souhaitons plein succès à la rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Nous souhaitons que le lendemain soit meilleur et que la paix et la quiétude sociale soient la préoccupation majeure. En bref, cet officier Ali Bongo réélu pour un second septennat avec 49,80% des voix face à son rival Jean Ping. L'annonce a été faite ce soir par la Commission nationale électorale alors que l'ex-patron de l'Union africaine dénonce une élection volée. Pendant ce temps, des manifestations entre forces de l'ordre et militants de l'opposition ont éclaté à Libreville. Conférence de presse ce mercredi du ministre des Pêches. André Loua fait le bilan de sa gestion du département. Plusieurs questions sont abordées par le ministre, comme le montre ce compte-rendu d'Alassane Diobari. Annoncer la fin du repos biologique en matière de pêche à partir de ce mercredi à minuit et faire le bilan des activités réalisées par son département au cours des 8 derniers mois, tels sont les deux principaux points autour desquels s'articule ce point de presse. L'on se rappelle que le 3 juin 2016, le ministre de la Pêche rendait public un arrêté portant fermeture de zones maritimes aux activités de pêche industrielle pour cause de repos biologique
une fermeture devant permettre aux ressources halieutiques de se reconstituer pour en assurer une exploitation durable. Une décision bien observée sur le terrain et dont l'application prend fin ce mercredi à minuit, annonce le ministre. Ce jour 31 août 2016, à minuit temps universel, nous serons au terme du repos biologique et à la réouverture de la campagne de pêche industrielle pour cette catégorie pour le reste de l'année. La réussite de ce programme d'interdiction a été rendue possible grâce notamment à l'information, la sensibilisation et le renforcement de l'effort de surveillance en mer. Par ailleurs, le ministre André Loy ajoute que cette conférence de presse se tient au lendemain d'autres événements heureux pour son département. Il s'agit notamment de la sortie de la Guinée de la liste des pays tiers non coopérants en matière de lutte contre la pêche INN non déclarée et non enregistrée de l'Union européenne, de la nomination par l'agence NEPAD de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, comme champion pêche et aquaculture pour le continent africain, et la désignation de ma modeste personne comme premier vice-président représentant l'Afrique au sein du comité des pêches de la FAO pour la 33e session. Plusieurs questions d'actualité concernant le secteur de la pêche ont été soulevées par les journalistes venus nombreux animer la rencontre, des questions auxquelles le ministre aura réservé chacune une réponse adéquate. Somme toute, un ministre très communicant. L'Assemblée nationale vient de ratifier de près des accords entre le gouvernement guinéen et la BAD. La Banque africaine de développement veut contribuer au financement du programme d'appui des réformes économiques financières du pays. Les explications avec Robert Siditono. Il s'agit de deux accords de prêt qui viennent d'être ratifiés par la commission des délégations de l'Assemblée nationale. Ces deux accords signés entre la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement guinéen portent sur un montant estimé à 4,6 millions de dollars d'une part et de 3,6 millions de dollars d'autre part. Ces accords de prêt devraient servir d'appui budgétaire. L'objectif est de contribuer au financement du programme d'appui aux réformes économiques et financières du pays. Vous savez qu'on a adopté par exemple le code minier dans le secteur des mines pour faire en sorte que les investisseurs puissent trouver vraiment des conditions de transparence, de facilité d'investissement pour développer notre secteur minier. Une fois que ce document a été adopté, il est question de faire la finalisation des textes d'application. Donc ce financement-là va nous aider à régler cette question. Ensuite, au niveau de la douane, il y a le fait que le système informatique Sidonia World va être étendu à l'ensemble des postes douaniers. Ça, c'est une des mesures qui sera réalisée par cet appui budgétaire. Dans les clauses de ces deux accords de prêt, il ressort que le prêt est fait à la Guinée pour 40 ans. Le premier remboursement devrait intervenir après 10 ans, soit un moratoire de 11 ans. Bon, face à ces prêts, nous avons constaté d'abord qu'il y a eu déjà le PAREF 1, le PAREF 2, donc ça a donné des résultats positifs. C'est pourquoi le projet continue. Il y a eu des réformes, par exemple au niveau du PAREF 2. On a enregistré le code des douanes, on a eu à faire les codes miniers et tant d'autres réformes engagées au sein du processus, ce qui fait que la banque est en train de financer. Ces accords de prêt portent à 11 le nombre de textes de loi déjà votés par la commission des délégations de l'Assemblée nationale pendant cette période de vacances parlementaires. Je vous l'annonçais en titre, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement et ses partenaires. L'occasion pour les acteurs impliqués dans ce combat depuis l'apparition de la maladie en 2014 d'interpeller les populations sur la poursuite des actions de prévention d'Ebola qui a causé la mort de plus de 2000 Guinéens. Le point avec Rose Essowi Nampocho. C'est officiel, plus de cas suspects d'Ebola en Guinée. Le pays est sorti des 90 jours de surveillance renforcée après la résurgence de la maladie dans les sous-préfectures de Koropara et Kouankan. Les acteurs impliqués dans la lutte contre la maladie appellent toutefois les populations à rester vigilantes en vue de prévenir d'éventuels cas. L'OMS déclarait le 1er juin 2016
la Guinée libre de toute transmission interhumaine du virus Ebola, naturellement après une première déclaration faite le 29 décembre 2015. À chacune de ces occasions, l'organisation a recommandé l'observance de 90 jours de surveillance active renforcée pour que tout cas de maladie liée à Ebola soit notifié. Du coup, le pays entrait dans la troisième phase de la riposte. C'est cette période que la République de Guinée vient de boucler. Je voudrais donc saisir cette occasion pour dire que quoique l'épidémie est terminée depuis le 1er juin 2016, quoique nous marquons aujourd'hui la fin des 90 jours de surveillance renforcée, l'ensemble des acteurs doivent être vigilants. Vigilants parce que l'expérience tirée de cette épidémie nous interpelle et demande à tous, d'abord, de poursuivre le renforcement de la surveillance intégrée de la maladie et la réponse. Ensuite, intensifier la mise en œuvre de toutes les activités de surveillance active autour des survivants d'Ebola avec leur propre participation. Depuis sa déclaration officielle en mars 2014 dans le pays, la maladie à virus Ebola a causé 2544 décès sur plus de 3000 cas. À ce jour, le pays n'enregistre ni suspect ni malade. Mais pour le gouvernement, le combat se poursuit avec l'observation des actions de prévention de la maladie qui a révélé la faiblesse du système sanitaire guinéen, aujourd'hui en reconstruction. Nous devons continuer à appliquer les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, tel que le représentant de l'OMS l'a mentionné, qui constitue un moyen efficace de prévention de nombreuses maladies dans un environnement tel que le nôtre. Pour ce qui nous concerne, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a pris un certain nombre de dispositions préventives, notamment le renforcement de la surveillance communautaire, la construction de centres de traitement des maladies à potentiel épidémique dans chaque préfecture, le renforcement des effectifs au point d'entrée et dans les districts sanitaires, le prépositionnement des stocks, la création d'équipes régionales d'alerte et la réponse contre les épidémies, entre autres. Encore une fois, la fin d'une épidémie ne signifie nullement qu'elle ne reviendra plus si nous ne prenons pas les mesures pour qu'elle ne revienne pas. Le ministre de la Santé appelle aussi les partenaires techniques à accompagner le gouvernement dans sa phase de relance du système de santé en vue de prévenir d'éventuelles épidémies dans le pays. Car même si Ebola est parti, son souvenir reste toujours dans les mémoires de nombreux Guinéens. Comment valoriser la médecine traditionnelle? Des organisations non gouvernementales du pays s'impliquent dans ce combat. Plusieurs plaident pour la prise en compte de cette médecine dans la politique sanitaire du gouvernement. Abdoulaye Ndingila Diallo. Les tradis praticiens devant la presse guinéenne pour parler de la journée de la médecine traditionnelle célébrée le 31 août de chaque année en Afrique. Une occasion pour eux de présenter les grandes orientations stratégiques de l'ONG et de faire un plaidoyer en faveur de la médecine traditionnelle. L'un des combats qu'ils comptent mener, c'est l'insertion de cette catégorie socio-professionnelle dans la politique sanitaire. Nous avons beaucoup d'initiatives, mais on n'a pas les moyens d'exploiter nos connaissances. C'est pourquoi il faut vraiment organiser la conférence de presse, interpeller tout le monde, les personnes de bonne volonté, pour qu'ils acceptent réellement de nous accompagner financièrement. La recherche et l'enseignement sont les principaux mécanismes qui devraient contribuer à la valorisation de la médecine traditionnelle. Pour réussir ce pari, les acteurs estiment qu'il faut d'abord identifier les forces et les faiblesses avant d'évaluer l'efficacité des produits traditionnels. En fonction des faiblesses identifiées, on propose des solutions pour que la médecine traditionnelle puisse devenir à la longue une médecine rationnelle, une médecine scientifique avec des résultats quasi constants face à chaque situation de maladie donnée.
En termes de perspective, les organisateurs envisagent de sensibiliser les guérisseurs sur les textes élaborés par l'Organisation mondiale de la santé relatifs à la réglementation des médicaments traditionnels en Afrique de l'Ouest. StatView International poursuit la série de présentations des résultats de ses sondages sur les indicateurs sur la Guinée. Des données sur l'état de démocratie et de bonne gouvernance sont vulgarisées par la structure d'Ubrika. Bernard Tunguino, Robert Bangoura. C'est la 4e séance de vulgarisation des résultats d'enquête de StatView International. Les données portent sur le niveau de démocratie et de bonne gouvernance en Guinée. Ici, dans la commune urbaine de Dubreka, les chiffres sont projetés à l'intention des chefs de service, représentants d'ONG locales et autorités administratives. Les enquêtes que nous menons sur la démocratie et la gouvernance, nous les menons auprès des citoyens guinéens, des citoyens donc à la base. Et il est tout à fait normal de venir restituer les résultats à ceux qui nous répondent, à ceux qui nous disent comment va la Guinée. Mais la raison essentielle du partage des résultats, c'est qu'au niveau des préfectures et des sous-préfectures, il y a des données ici chiffrées qui indiquent là où il y a les problèmes. Et nous pensons effectivement que les autorités à la base peuvent se saisir de ces données-là pour faire leur propre plan de développement. Appuyé par Afrobaromètre, StatView International enquête sur tous les aspects de la vie socio-économique et politique de la Guinée. L'éducation, la santé, la justice, l'insécurité et les conditions de vie. C'est déjà un élément très important que nous avons en vue d'amener nos citoyens dans le cadre des sensibilisations à comprendre les choses comme nous. Tout ne doit pas être laissé au compte de l'État, au compte du gouvernement, mais c'est que nous, population aussi, nous avons beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'amélioration de nos conditions de vie. En ce qui concerne la gestion des collectivités de l'administration territoriale, ce sont des thèmes qui reviennent tous les jours et je pense que nous sommes davantage outillés et à notre tour, on a intérêt en tant qu'autorité et vraiment de continuer la lutte pour que la Guinée et l'Afrique aillent de l'avant. Après Dubreka, d'autres collectivités sont aussi ciblées pour poursuivre l'opération de vulgarisation des données sur la Guinée. Afrobaromètre et StatView International comptent atteindre le maximum de personnes. Le mouvement pour la libération de l'Angola a célébré cette semaine son 7e congrès. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a été représenté à cette célébration par une délégation du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, conduite par la coordinatrice nationale Adjanantou Chérif et Alpha Ibrahima Keïra. Une occasion mise à profit par les deux personnalités pour échanger avec la section RPG d'Angola sur l'évolution sociopolitique et économique de la Guinée, Sorido Kira. C'est un autre rendez-vous des militants et sympathisants de la section RPG Arc-en-Ciel d'Angola. Des militants qui suivent de près les réformes engagées par le président du parti, le professeur Alpha Condé, depuis son avènement à la magistrature suprême de la Guinée. Les compatriotes vivant dans ce pays frère réaffirment leur détermination à soutenir les idéaux du chef de l'État. Pour la circonstance, le président Alpha Condé a dépêché Adjanantene Chérif Konaté et Alpha Ibrahima Keïra, tous du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Je vous invite ici à l'unité, à la concorde et à la solidarité entre vous ici en Angola. Et j'appelle au respect des lois de ce pays, car vous êtes tous les ambassadeurs du RPG Arc-en-Ciel et vous devez avoir des comportements dignes, honorables de bons militants. La coordination des activités du RPG Arc-en-Ciel d'Angola est assurée en grande partie par les jeunes et les femmes. Une démarche qui cadre parfaitement avec les idéaux du professeur Alpha Condé qui a dédié ses deux mandats à ces deux couches de la population. J'exhorte tous nos militants d'avoir une même vision pour le bien-être de la Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel n'exclut aucun Guinéen pour son ethnie ou sa religion. Notre pays a souffert depuis l'indépendance le 2 octobre 1958 jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, le professeur Alpha Condé continue à lutter
jour après jour, pour que la Guinée soit un pays émergent à travers le monde et en Afrique en particulier. La Guinée et l'Angola entretiennent des relations depuis des lustres, d'où les liens historiques entre le RPG du professeur Alpha Condé et le MPLA de José Eduardo dos Santos, Mouvement pour la libération d'Angola, un parti qui a célébré cette semaine son 7e congrès devant les émissaires du professeur Alpha Condé, ici dans la capitale angolaise. Éducation, 11 étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de l'Institut professionnel de Kamsar sont actuellement en stage au Maroc. Les stagiaires suivent des modules de formation sur le développement individuel avec le réseau des professionnels guinéens au Maroc. L'objectif est de développer l'esprit de leadership chez ces jeunes. Saint-Martin Fancinaduno. Des professionnels guinéens au Maroc s'organisent en réseau. Leur mission, aider les jeunes étudiants et entrepreneurs de leur pays à s'intégrer dans le monde du travail du royaume chérifien. Présents sur le campus de l'École nationale des mines de Rabat, ils expliquent leurs expériences aux étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar. ProGim, c'est une jeune association, notre premier partenaire avec lequel nous avons signé une convention. Et donc, c'est dans ce cadre d'accompagnement et de soutien des élèves évoluant au sein de cette université que nous avons décidé d'essayer en quelque sorte de former un petit peu ces jeunes dans la vie active qui se préparent bientôt à intégrer. La réussite n'a qu'un seul secret, c'est la discipline, le travail et la persévérance. Un ingénieur guinéen vivant au Maroc aura retenu l'attention des étudiants. Boursier de l'État, il a réussi à créer son propre cabinet d'expertise, de contrôle et de BTP à Agadir. Je les conseille d'abord bien faire leurs études, d'être à la hauteur du titre d'ingénieur et d'être beaucoup correct et surtout patriote pour notre pays. Je voulais faire des cours aux ingénieurs de l'université Mohamed VI et ensuite voir s'il y a des partenaires très sérieux pour faire des projets qu'on verra en Guinée. On peut voilà, en BTP, partout où on a besoin des ingénieurs génie civil. Nous avions eu des professionnels non seulement qui ont abordé la question du développement personnel, mais en partant de leur propre exemple, en donnant leur propre démarche, leur propre théorie, leur vision des choses. Donc pour nous, ça ne pouvait être qu'une satisfaction. Nous avons envoyé des jeunes qui non seulement sont allés dans les entreprises où ils devaient aller, ont appris beaucoup de choses, ont échangé avec leurs frères aînés. Les étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar tirent bien profit de leur séjour au Maroc. Ils participent à l'exécution des chantiers de BTP. Ils se sont aussi imprégnés des approches de gestion des entreprises financières et administratives. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Je vous emmène à Siguiri. L'aérogare de la ville est en rénovation. Le chantier avance. Les travaux sont pris en charge par la SAG. La Société aurifère de Guinée a débloqué 5 milliards de francs guinéens pour l'exécution du chantier. Le point avec Adama Magasuba. L'aérodrome de Siguiri, cette infrastructure bénéficie des travaux de rénovation. Un soulagement pour les populations de la localité qui, depuis la construction de cet édifice, reçoit un coup de pinceau. Une clôture longue de 4160 mètres, des bâtiments rénovés, un abri-groupe et 2 groupes électrogènes de 2 kVA chacun, un pour le bâtiment, l'autre pour le balisage de la piste. Un investissement qui s'ajoute ainsi aux actions de la SAG en faveur des habitants. La SAG a réalisé de grands travaux pour l'aéroport de Siguiri. Chaque fois, ils envoient les machines pour faire l'entretien de la piste. Et équiper surtout la tour de contrôle des moyens de communication de dernière génération. Ils ont fait un balisage nocturne pour permettre aux avions d'atterrir même la nuit à l'aéroport de Siguiri. La SAG projette aussi de faire un forage à l'aéroport de Siguiri. Dans la cité du Coran, une mosquée pour un coût total de plus de 700 millions de francs guinéens est mise à la disposition des travailleurs et leurs familles vivant dans cette cité. Pour un musulman, nous disons qu'il n'y a pas meilleur cadeau. Et surtout, merci à ceux qui nous ont précédés ici. Parce que si on a trouvé cette mosquée, c'est parce que ceux qui nous ont précédés
ont eu l'initiative de faire la pose de la première pierre. Cette maison de Dieu pourrait accueillir 294 fidèles. Nous prions pour les autorités du pays pour la réalisation de cette maison de Dieu. Avant, nous prions sous le soleil et la pluie, mais aujourd'hui, Dieu merci. Afin d'accompagner les travailleurs à accomplir le 5e pilier de l'islam, la société a assuré le voyage pour 8 travailleurs et 5 sages des villages environnants pour un coût total de près de 700 millions de francs guinéens. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Pour la première fois depuis sa réélection, le président Alpha Condé va recevoir ce jeudi à 15h Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national. Merci de nous regarder à Tondon, Badi, Ouassou et partout à Dubreka. Bonsoir.